Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous, c'est le grand rendez-vous, bienvenue à chaque décryptage, analyse et commentaire de l'actualité politique au Bénin dans la perspective de la présidentielle de 2026 et les élections générales à venir. Les lignes bougent suffisamment désormais à visage découvert ou encore dans les couloirs, les acteurs se bousculent pour se hisser au premier rang, surtout au lendemain de l'annonce du candidat désigné de la majorité présidentielle. C'est fait. Romuald Wadani portera l'étendard de la mouvance. L'opposition incarnée par les démocrates joue encore les prolongations. Entre-temps, Paul Humpé et sa FCBE s'accordent avec les partis de la mouvance et ailleurs. Le cadre de concertation de l'opposition semble partir en lambeaux. Décryptage et analyse de nos chroniqueurs dans un instant. Et ensuite, nous aurons un invité, Expérience Tébé, président du mouvement populaire de libération. Et notre invité politique, son parti est-il dans une dynamique de repositionnement politique au regard des derniers développements de l'actualité dans l'opposition? Il nous dira. Merci d'être avec nous. À suivre tout au long de cette émission, beaucoup de rubriques. Vous suivrez le portrait du leader, votre nouvelle rubrique avec Omar Salouf et les vues du web emmenées par Marc Yohannes Goudjanou. Mais avant, la météo politique. Et c'est tout de suite et maintenant Alberto Mardochegounou. Bonsoir. Bonsoir Christian, dans les amis téléspectateurs, bonsoir. On va prendre avec vous la température de cette semaine dans la sphère politique au Bénin. Et désormais, il y a que nous aurons le mot de la semaine, le mot clé de la semaine, et ce mot passé pratiquement sur toutes les lèvres tout au long de cette semaine, dans les médias, dans les discussions et sur les réseaux sociaux. Alberto, vous nous dites que cette semaine, eh bien, le mot succession a battu le record d'utilisation. Exactement, Christian, la succession, c'est le mot qui a le vent en poupe ces derniers jours au Bénin. La succession en politique désigne le transfert du pouvoir d'un dirigeant à un autre, que ce soit dans un cadre démocratique, autoritaire ou monarchique. C'est un moment souvent critique car il peut renforcer la stabilité d'un pays ou déclencher des crises majeures. Au Bénin, depuis le renouveau démocratique en 2006, Mathieu Kérékou n'a en tant que tel pas désigné ni imposé un successeur dans la fonction présidentielle. En 2016, par contre, Boni Ayi a tenté de le faire, mais son choix n'a pas prospéré. Pour 2026, la majorité présidentielle sous le chapeau du chef de l'État sortant porte la candidature d'un dauphin désigné. Alors, Patrice Talon va-t-il briser ce cycle infructueux? C'est la question. Le jeu politique qui se fait sous nos cieux est lancé et ici, la succession bien plus qu'un nom. C'est un souffle qui doit traverser tout le pays et provoquer l'adhésion ou le doute. Voilà, merci pour cette mise en contexte. Allons maintenant voir de plus près, Alberto Mardochegounou, quelle est la température politique du pays? Que disent les vents et les nuages? Cette semaine, le vent souffle fort dans le camp des partis soutiens du pouvoir. Le bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau Mouel Bénin et le parti Renaissance nationale ont tous porté la candidature du ministre d'État chargé des Finances, de l'économie et de la coopération, Romuald Wadani, candidat désigné. Une forte pression d'adhésion au choix fait, l'atmosphère bien chargée de vent favorable et de rafales de soutien se font entendre sur les plateaux télé et radio, sur les réseaux sociaux. Des actions comme cette opération de fonds de soutien créée par des groupes de jeunes. Les applaudissements fusent des rangs de ceux qui étaient en froid avec le président Patrice Talon. Il salue la jeunesse du candidat et ses compétences à diriger les affaires publiques. Mais derrière, des nuages planent sur le processus de désignation du candidat. Le débat politique reste ouvert à ce niveau. Sous cette pluie politique, la force courie pour un Bénin émergent historiquement parti de l'opposition a fait un grand saut, un virage à 180 degrés pour se retrouver sous le grand parapluie des partis de la majorité présidentielle. Paul Humpé, secrétaire exécutif national de la FCBE, Joseph Diogbenou, président de l'Union progressiste Le Renouveau, ont concrétisé un accord de coalition et de gouvernance. FCBE, Union progressiste Le Renouveau, stratégie politique pour rester dans le jeu ou profiter du vent favorable, ce qui est certain.
Ce repositionnement stratégique pourrait modifier la trajectoire des nuages politiques dans les semaines à venir. Sous le ciel qui peu à peu fait tomber les grosses gouttes de pluie ailleurs, on ne presse pas les pas. Les démocrates, toujours attentistes, semblent scruter la popularité du candidat du pouvoir pour donner le change et peut-être éviter de faire éclater la dynamique interne quelque peu fragile mais affichée comme solide. Ils n'ont pas encore désigné leur porte-flambeau. Cette temporisation crée des rafales en interne. Le suspense est entier. Quel candidat fera émerger le soleil dans le ciel, le verdict dans les jours à venir? Pendant ce temps, dans d'autres zones, le brouillard s'épaissit. La nouvelle force nationale et d'autres formations fragmentées ont commencé à claquer une à une la porte des fronts auxquels ils participent. Suspicion, méfiance, désunion, rivalité interne, le ciel est instable et de nouvelles rafales et tempêtes pourraient se former en cette veille d'élection générale. Alors, Alberto Mardoché-Gounou, on va se référer à votre super calculateur politique. Selon les paramètres, dites-nous quelle tendance se dessine pour les prochaines semaines. Ouais, voilà, tout au long de cette semaine, après analyse des flux, le vent dominant souffle fort en faveur du pouvoir. Le soutien est large et populaire et partisan. Les démocrates observent, ajustent et réajustent leur trajectoire. Leur cohésion reste pour le moment fragile au niveau des forces Corée pour un Bénin émergent. Et ces alliances créent des zones nuageuses qui pourraient influencer le ciel politique. Les jours à venir, l'opposition fragmentée affiche un brouillard persistant avec risque élevé de turbulences. Si l'on suit la trajectoire jusqu'en avril 2026, le pouvoir et ses alliés ont les chances les plus solides pour le moment. Les démocrates peuvent réagir et ajuster, mais le ciel reste partiellement nuageux. Les autres partis d'opposition risquent de rester dans des zones instables avec des vents contraires et des rafales imprévisibles qui pourraient les amener à se retrouver dans l'un ou l'autre des camps selon le dynamisme politico-stratégique de chaque creuset. En résumé, Christian, dans cette semaine, le ciel politique béninois est donc chargé de vents favorables pour le pouvoir, nuageux et stratégique pour les démocrates, brouillardeux et turbulent pour le reste de l'opposition. Les prochaines semaines seront déterminantes. Le vent restera-t-il favorable jusqu'au premier tour de la présidentielle ou de nouvelles turbulences éclateront-elles? Restez connectés Météo Politique pour nos prochaines prévisions. Voilà, nous restons donc connectés. Dans un instant, on va analyser tout ceci avec nos chroniqueurs Herman Parfait Niamboussou, Marc-Yohannes Goudianou, Henri Niambonnet et Omar Salouf pour le décryptage et les commentaires sur donc, ces différentes actualités qui animent la vie politique au Bénin. Alberto Mardoché-Gounou, c'était la Météo Politique. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous. La pause. C'est le retour plateau et cette fois-ci la discussion avec nos chroniqueurs déjà installés. Bonsoir à vous, bienvenue Herman Niamboussou. Bonsoir Christian Norijan, bonsoir aux amis du Grand Rendez-vous sur Canal 3 Bénin. Un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Marc-Yohannes Goudianou, bonsoir. Oui, bonsoir Christian Norijan, bonsoir à tous les amis internautes et tous les téléspectateurs qui nous suivent. Plaisir de vous retrouver encore une nouvelle fois pour cette nouvelle saison. Le plaisir est partagé, un peu comme vous revoir Henri Niambonnet. Bonsoir. Mais c'est un plaisir également donc, pour moi de retrouver ce plateau. Oui. Allez, bonsoir Christian, bonsoir à tous nos téléspectateurs. On est là donc pour le débat. Ah, voilà, et le débat se fera. Bonsoir Omar Salouf. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Bienvenue. Merci. Eh bien, l'actualité politique au Bénin de plus en plus, en tout cas, ça évolue de plus en plus. Et on va commencer par parler de cette désignation. Robiadou Wadaï qui a été désigné candidat de la majorité présidentielle pour représenter donc ce camp politique à l'élection présidentielle de 2026. Il y a pratiquement 2 semaines que le ministre d'État chargé de l'économie, des finances et la coopération a été annoncé comme tel. Et dès lors, nous avons vu tout ce qui a suivi cette actualité, les différents épisodes qui sont développés dans ce feuilleton politique chez nous. Marc-Yohannes Goudianou, devrait-on dire que de ce côté, les jeux sont déjà totalement faits? Oui, il faut remarquer qu'à l'entame, on a constaté que déjà vers la fièvre électorale, on a constaté que
toute la population et tous ceux qui sont intéressés par l'espace politique s'inquiétaient ou s'interrogeaient sur la désignation des candidats pour les élections présidentielles. Que ce soit au niveau de la mouvance présidentielle qu'au niveau de l'opposition, c'était l'interrogation qui suscitait beaucoup plus de débats au niveau de toutes les chaînes de radio, de télévision et au niveau des journaux. Aujourd'hui, au niveau de la mouvance présidentielle, on est déjà passé à une autre étape parce que le choix a été quand même fait autour de cet homme. C'est vrai que quelques années avant ou quelques mois avant, beaucoup avaient déjà, en tout cas, soupçonné le fait que Romuald Wardani sera le dauphin de Patrice Talon. Et donc, nous sommes rentrés dans la phase de concrétisation de tous les soupçons qu'il y avait, que ce soit au niveau de l'opposition, au niveau de la mouvance présidentielle et au niveau des autres classes politiques de l'arène politique béninoise, que Wardani était pressenti être le dauphin du chef de l'État. Et donc, avec les dernières actualités, on a compris que ça a été fait. Ça a été fait, ça n'a pas suscité, en tout cas, beaucoup d'émoi au niveau de la classe politique, surtout au niveau de la mouvance présidentielle, parce qu'il faut remarquer que c'était un acteur clé de la gouvernance de Patrice Talon et il a pu, en tout cas, bénéficier de la confiance du chef de l'État tout au long du mandat du chef de l'État, depuis que le chef de l'État est arrivé. Et il a initié également un certain nombre de réformes qui ont renforcé un certain nombre d'acquis entrant dans la gouvernance du chef de l'État. Et donc, pour ça, lorsque vous voyez tous les acteurs qui sont autour du chef de l'État, et lorsqu'on aspire à pouvoir faire revenir au niveau de la scène politique une classe assez jeune, assez dynamique, lorsque vous regardez tous ceux qui sont près du chef de l'État, c'est vrai qu'il y a une attention particulière qui est orientée vers la personne de Romuald Wardani. Oui. Et après sa désignation, vous avez vu combien de fois tous les autres leaders des partis politiques, en l'occurrence le Bloc républicain, oui. L'UP, le Renouveau, et donc oui. Tous ces acteurs politiques se sont consolidés et ont voulu quand même porter ce candidat-là. D'accord. Oui, oui, alors on vous écoute, oui, Omar Salouf parler de Romuald Wardani, ministre de l'économie et des finances au départ, fait ministre d'État de l'économie et des finances auquel on a ajouté la coopération par la suite. Il est à ce portefeuille depuis pratiquement 9 ans. Ça fait donc de l'expérience dans la gouvernance de la chose publique. Tout ceci, est-ce qu'on voyait déjà venir cette désignation depuis qu'on a connu ces différents épisodes dans sa nomination? Bon, on peut dire qu'on voyait venir, surtout avec le silence, le calme qu'a affiché Romuald Wardani durant les 10 ans, ou bien même durant les 5 dernières années, où à un moment donné, on a commencé à s'interroger sur celui qui va pouvoir porter l'étendard de la grande mouvance présidentielle, avec toutes les agitations qu'il y a eu, avec l'épisode que vous connaissez où quelqu'un a suscité sa candidature et qu'il a sorti les muscles carrément pour dire que le débat n'est pas encore là. Oui. Avec cette succession d'événements, on se disait que certainement qu'il agissait en silence, en connaissance de cause, peut-être en connaissance d'une certaine promesse que lui aurait fait peut-être celui qui est jusque-là le grand Manitou, celui qui gère toute la classe politique pratiquement. Son mentor, son mentor, le chef de l'État. Oui. Et donc, tout porte à croire qu'à un moment donné, il a eu la confirmation que, voilà, si tu restes docile, si tu restes calme, si tu restes concentré sur ce pourquoi tu as été nommé, au moment opportun, tu seras récompensé, tu vas porter l'étendard de cette grande... Pour vous, c'est une récompense, il n'y a pas grande surprise pour vous. C'est une récompense et il n'y a pas grande surprise, mais il faut un peu nuancer et dire que on ne dira pas forcément que à part Romuald Wardani, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il fait partie de ceux qui pourraient porter l'étendard. Et donc, forcément, il doit avoir une petite déception dans le rang de ceux qui, peut-être, se disaient que ils sont calmes aussi et qu'à un moment donné, on va leur faire appel, on va les désigner. Mais dans tous les cas, ça reste une récompense, que ce soit Romuald Wardani ou quelqu'un d'autre, ça reste une récompense de la loyauté, une récompense aussi du travail bien fait. Parce que si durant 10 ans, il n'avait pas eu à faire d'excellent travail, il n'avait pas tenu le lead de tout ce qu'on lui a confié de façon efficace,
on n'arrivait Justement, pas et nous à avons le vu désigner comme les candidat. récompenses à l'international, les prix qui sont décernés au Bénin grâce à sa gouvernance du côté du pouvoir. Oui. Quand vous observez un peu la classe politique, ça fait pratiquement 2 semaines que l'annonce a été faite. Vous avez vu la panoplie de réactions qui a suivi. Qu'est-ce qu'avez-vous senti? Une certaine unanimité autour de la personnalité de Romuald Wadagne? Mais écoutez, Christian Analisan, quand vous êtes à ce niveau-là et qu'on vous choisit comme étant porte-étendard d'une communauté, je dis d'une famille, hein, et qu'il y a ce ralliement automatique, systématique qu'on constate, eh bien, on va dire que ça fait l'unanimité. Et la trouvaille, en dernière date, c'est la campagne Je donne pour Romuald Wadagne, qui, en 24 heures, a fait mobiliser plus de 30 millions de francs CFA. C'est-à-dire, l'image que ça projette, le message que ça projette, c'est-à-dire que la base est également d'accord pour ce choix opéré par la famille présidentielle. La base est d'accord également pour que Romuald Wadagne soit, et bien sûr, le porte-étendard de toute une famille. Et pour moi, tout ce qu'on remarque aujourd'hui comme soutien à l'égard de Romuald Wadagne, ça justifie bien sûr qu'il était celui qui pouvait faire l'affaire, tout simplement. Voilà. Alors, oui, Herman Niamboussou, votre analyse? Moi, je dirais que tout est allé vite, très vite, parce que pour quelqu'un qui a suivi un peu la gouvernance Talon, comment ça s'est passé ces 10 dernières années, si on devait aller dans les critères de jeunesse, de dynamisme, d'expérience, de loyauté, Et de résultats, de résultats, je pense il y a au moins 3-4 ministres de Patrice Talon qui obéissent à tous ces critères-là. Je pense que Wadagne Romuald a quelque chose de plus que ceux-là. Est-ce parce que c'est lui qui, ministre de l'économie et des finances, après ministre d'État, après chargé de la coopération également, est-ce que tout ça a pu militer en sa faveur? Est-ce que tout ça a fait en sorte que Patrice Talon s'est dit, bon voilà, c'est un jeune de mon âge à peu près. Votre âge? Oui, de mon âge, oui. D'accord, voilà. Est-ce que Patrice Talon s'est dit, bon, c'est un jeune et il faut donner le pouvoir aux jeunes, sans doute qu'il l'a vu faire. Et sinon, il y a Tonato, par exemple, qui est là, qui également a montré des critères. Mais le ministère de l'économie et des finances, voilà. c'est un ministère transversal. Transversal à tout ce qui est là et tout. Oui. Et donc, sans doute qu'il a déjà eu à travailler. Et Patrice Talon s'est dit, bon, voilà, celui qui m'a aidé à conduire la politique du gouvernement. Et donc, celui-là, s'il continue, dans la logique qui est la mienne, à savoir qu'il faut conduire, il faut continuer avec le développement d'infrastructures, il faut continuer avec, j'espère aussi que côté serrage de ceinture, on va essayer de revoir un peu les choses autrement. Je pense que le choix a été fait. Et donc, il faut saluer également ce qu'il y a, l'avalanche de ralliement, de soutien autour de sa candidature. Ça montre quand même que la famille présidentielle est d'accord pour que ce soit lui qui continue l'œuvre entamée par Patrice Talon. Alors, sur le plan politique, la personne de Romuald Wadagne sur le plan politique, beaucoup s'interrogent, se posent des questions. D'abord, il y a le débat autour de son appartenance ou non à tel ou tel parti politique. Ensuite, sur le terrain politique, une question toute simple. Que vaut Romuald Wadagne, selon vous, sur le plan politique? Mais non, en fait, les gens ne doivent pas voir de ce côté-là. Parce que son capital politique, pour moi, c'est qu'il est le choix de Patrice Talon. Et quand on parle de Patrice Talon, il y a la famille présidentielle qui est là, la famille, il y a les partis politiques qui sont là. Et Romuald Wadagne donc, va s'appuyer donc, sur cette formation politique pour faire donc, le travail. Son capital politique également, c'est qu'il est l'émulation, comme l'a dit Herman, d'un processus, même si ce n'est pas ouvert à tout le monde, d'un processus minutieux qui a conduit à son choix. Parce que on ne peut pas rester en l'air et faire ce choix-là. Et l'autre image que projette Romuald Wadagne, c'est qu'il n'est pas porteur de casserole politique. Et donc, il projette une image neuve, totalement, un profil propre, peut-être propre, d'accord? Et donc, au niveau de son capital politique, il y a qu'il est le choix, il n'y a pas ça à côté, il fait partie de la mouvance présidentielle, et il y a également les formations politiques qui gravitent autour donc, de cette famille politique. Oui. Voilà. Et au-delà, d'autres acteurs politiques qui ne sont pas de ces différentes formations politiques, mais qui spontanément accompagnent cette candidature. Il faut remarquer que d'abord, lorsqu'on prend Romuald Wadagne, on le connaît en tant que réformateur rigide par rapport à toute
toutes les actions du gouvernement en ce qui concerne la mobilisation des ressources, en ce qui concerne la rigidité au niveau du fisc, et également d'autres actions qui ont été menées sur le plan économique qui ont durci la position du Bénin par rapport à ses citoyens ou à ces citoyens qui se sont sentis un peu serrés, où on parle même du serrage de ceinture. Lorsqu'on parle de serrage de ceinture, ce sont également beaucoup de réformes qui ont été conduites également par le biais de Romuald Wadaï. Et donc, lorsque vous prenez ce technocrate, on le voit beaucoup plus technocrate et on l'a toujours vu en tant que technocrate. On ne l'a jamais vu en tant que politique. Aujourd'hui, maintenant, on est face à la réalité selon laquelle, aujourd'hui, il est le choix de la mouvance présidentielle et donc il doit se démarquer forcément de sa position de technocrate, de réformateur rigide de toutes les réformes de Patrice Talon pour redorer encore un nouveau blason d'homme politique, ce qui lui serait également un défi parce que je ne vous apprends rien lorsque vous prenez tous les acteurs politiques, que ce soit au niveau de l'UPR, de l'UP Le Renouveau, que ce soit au niveau du Bloc républicain. On a vu des Diogbenou sur des actions politiques. On a vu beaucoup de ministres également entreprendre également des actions politiques sur le terrain. Oui. On en a vu même à l'approche des élections. On a même pensé que parmi ces ministres, il y en avait également qui avaient l'étoffe d'être le dauphin de Patrice Talon, mais finalement, ils n'ont pas été retenus. Et donc cela, lorsque vous prenez le profil de Romuald Wadaï, il ne fait pas partie de cette catégorie. Je ne me rappelle pas avoir vu Romuald Wadaï récemment à des meetings politiques, sur des terrains politiques. Je ne l'ai pas vu. Et donc, lorsque je le prends, et qu'aujourd'hui, on est face à un technocrate qui est obligé de devenir politique, bien sûr qu'il a le soutien des partis de la mouvance présidentielle qui déjà en leur sein ont une structuration, un mode de fonctionnement auquel il doit s'adapter parce que c'est eux qui l'ont porté et que c'est eux qui doivent l'aider sur le terrain politique à pouvoir faire ses réalisations. Mais lorsque je le prends lui-même, personnellement aujourd'hui, il lui reste beaucoup de choses à faire. Il va lui falloir par exemple quitter son rôle de technocrate, aller sur le terrain politique, aller à l'écoute de différents acteurs du terrain politique, aller à l'écoute des différents militants, voir en réalité qu'est-ce qui n'a pas marché pendant la gouvernance également et qui sont des cris d'alerte des populations, essayer également de se mettre dans sa peau de politique pour pouvoir essayer de voir quel discours il peut tenir face à ça. Parce qu'on ne l'a jamais vu tenir de tels discours et on ne sait pas à quoi on va s'attendre avec lui. Pour vous, c'est un aspect qu'il faudra corriger. Mais n'oubliez quand même pas qu'à plusieurs reprises, il était à l'Assemblée nationale face aux députés qui représentent je dirais, le peuple béninois. Oui, mais dans un autre rôle, pas dans un rôle politique, dans un rôle technocrate. Vous savez très bien que l'Assemblée nationale, c'est le haut-lieu de la politique. Et quand vous n'êtes pas fin dans votre stratégie, dans votre prise de parole, c'est difficile de convaincre les députés. Est-ce que là, déjà, ça ne prouve pas que, bon, même s'il a la casquette, le chapeau de Patrice Talon, mais en tant que ministre d'État devant les députés, est-ce qu'il n'a pas quelque part réussi à s'imposer et à les avoir avec lui? Moi, je dirais d'abord que Wadaï, Romuald vaut ce qu'a valu son père dans l'avènement de Patrice Talon au pouvoir. Wadaï ne vient pas d'un arbre. Son père, qui a été un homme très influent et qui a d'ailleurs travaillé aux côtés de Ousmane Batoko, lequel d'ailleurs lui a apporté son soutien. Et tout de suite, parce qu'il a dit c'est un petit qui sait se laver les mains et donc il peut manger avec les grands. Et donc Wadaï Romuald, à part ça, avant l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, on était à 1000 milliards de budget national. Quand ils sont venus, on est allé à 3 000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes, pour le budget qui arrive là, nous sommes à près de 4 000 milliards. Ça veut dire qu'en termes de mobilisation de ressources et de fonds, il s'y connaît. Oui. La coopération également. Ouais, donc tout ça là, et ajouter à cela, il faut voir le fait qu'au cours de la tenue de révision de compte qui a été organisée pour que les populations puissent échanger avec les députés, avec la classe politique et tout, on a vu Wadaï aux côtés des acteurs politiques dans sa zone, le Mono, le Koufo, par endroit où il a pu échanger. Sauf que ce qui fait que je rejoins un peu votre logique à vous, Joannès, c'est qu'effectivement, dans la période, il n'était pas trop mis en valeur. Plus peut-être des tenues de reddition de compte, c'est seulement ceux qui étaient à cette tournée, qui l'ont vu parler, qui l'ont vu échanger. Et il a même profité pour prendre note et donc pour ajuster certaines choses. C'est d'ailleurs ça qui a fait qu'après, ils ont demandé aux députés de retourner. Ils avaient fait la tournée au plan départemental, au plan communal. Après, ils sont allés dans les arrondissements et tout pour mieux reprendre et comprendre. Donc, je pense que tout ça là, mis à côté ou mis dans la balance, ça permet aujourd'hui à Wadaï de se dire attention, je suis technocrate, c'est vrai. Il a déjà le contact avec la population.
tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il doit s'asseoir sur cette majorité présidentielle plurielle, UP Le Renouveau, Bloc républicain, Renaissance nationale, comment dit-on, Moël Bénin, et puis c'est Cador, Nicéphore de Soglo, FCBE aussi, qui aujourd'hui a signé déjà un accord de coalition parlementaire ou un accord de gouvernance et tout avec eux et tout, et y compris tous ceux qui vont suivre et tout et tout. Et je prends tous les soutiens politiques qui sont déjà là, sauf à éviter de se faire phagocyter par ces éléments pour après ne plus voir clair dans tout la compte situation. fait, on aura beaucoup d'élaborations à faire autour de ces différentes candidatures, de ces différentes postures qui sont adoptées. Oui, Omar Salouf je crois que Romuald Wardani gagnerait à ne pas vouloir être trop politique non plus. C'est vrai, technocrate, de haut niveau et tout, mais à vouloir trop verser dans la politique politicienne, il risque de passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, à ce jour ou à partir de 2026, c'est non seulement continuer dans la même lancée que ce que nous avons eu durant les 10 dernières années, mais de faire mieux. De faire mieux, c'est régler les problèmes, les cris de cœur ou les cris quotidiens des Béninois, ce à quoi nous n'avons pas eu accès. Romuald Wardani, en tant que président, devra travailler à cela, devra garnir davantage le panier de la ménagère. Voilà un autre point très crucial sur lequel viennent souvent les Béninois. Donc, en tant que technocrate, en tant que président de la République, s'il est élu, bien sûr, il va devoir travailler sur ces aspects-là, plutôt que de vouloir forcément être un politicien très bien vu des partis politiques. Ils l'ont déjà porté, ils soutiennent déjà sa candidature, mais il va devoir se tracer un couloir strict dans lequel il ne va pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel étant le bonheur des populations durant les 5 années à venir et s'il est réélu durant les 10 dernières. D'accord. Au niveau de la majorité présidentielle, le vin est totalement tiré. On attend de voir les suites. Mais de l'autre côté de l'opposition, je veux parler de la formation politique, les démocrates qui incarnent l'opposition. On est encore attentiste et on joue les prolongations. Mesdames et messieurs, oui. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Même avant de revenir sur la question lié au choix du candidat par les démocrates ou bien par un certain nombre de partis de l'opposition. Oui. Je voudrais rappeler que c'est très important que, vous savez, Romuald Wardani, lorsque je reviens sur le sujet, il est comptable du bilan de Patrice Talon. Ça veut dire que c'est un autre Patrice Talon qui est candidat, en quelque sorte, parce qu'il a été comptable de tout le bilan de Patrice Talon. Et donc, s'il a été il a été comptable du bilan de Patrice Talon, c'est que au niveau des populations à la base, lorsqu'il va s'imprégner sur le terrain en tant que politique, il va lui falloir avoir un discours pour pouvoir également convaincre les populations à la base et nourrir cette proximité avec cette population. Et vous savez, on a une population à majorité analphabète. Et donc, le discours qu'il ira mener sur le terrain, les populations doivent se sentir intéressées, doivent comprendre que c'est un candidat qui partage leur vécu, qui a partagé leurs difficultés et qui a remarqué également qu'il y a des insuffisances qu'il faut corriger. Et donc, s'il se met totalement sur le terrain d'un technocrate, ça lui serait difficile de pouvoir... Parce qu'en réalité, les partis vont le porter, c'est vrai, mais d'abord, c'est l'homme, on va regarder d'abord. Alors, lorsque j'en viens au parti de l'opposition, c'est vrai que, vous savez, c'est ce qu'on reproche généralement aux opposants. La lenteur, d'accord, la nonchalance dans les actes, dans tout ce qu'ils doivent faire. Parce que vous imaginez que déjà avant les élections, tout le monde était très attentif sur le choix que fera l'opposition et que fera la mouvance. La mouvance qui vient de les dévancer déjà en choisissant le dauphin de Patrice Talon. Et vous remarquez que depuis cette période, l'opposition est là, elle attend. Elle n'a pas encore même initié, par exemple, des actions qui démontrent que d'ici là, on aura un choix de candidat. Il n'y a même pas de tractations, il n'y a même pas des rencontres, d'accord, entre acteurs de l'opposition, par exemple, pour pouvoir trancher sur un certain nombre de questions liées au choix du candidat. Oui, je viens tout à l'heure, laissez-moi finir rapidement. On ira vite. Et donc,
je voudrais quand même que l'opposition aujourd'hui puisse déjà, parce que vous savez, ça fait plus de 2 semaines que le choix a été fait au niveau de la mouvance. Et depuis au niveau de l'opposition, à quoi on assiste? On assiste à des questions qui sont peut-être liées à des tiraillements politiques, à d'autres questions qui n'ont rien à voir avec le choix du candidat, alors qu'on sait déjà qu'au sein de cette même opposition, il y a des candidats, des ambitions, des candidats à la candidature et beaucoup d'autres qui ont nourri leur ambition de pouvoir représenter. Elle est en retard. Elle est en retard. D'accord, oui. C'est à croire que le calendrier ou l'agenda de la mouvance présidentielle doit s'imposer à l'agenda de l'opposition. Non. Le seul agenda qui s'impose à tous, c'est l'agenda de la Sénat, qui organise les élections. Et selon cet agenda, on doit connaître les candidats ou le candidat ou les duos de candidats à l'élection présidentielle au plus tard une date donnée. Cette date n'est pas encore arrivée. Mi-octobre. 14, 13, 14. Et donc, étant donné que cette date n'est pas encore arrivée, moi, je suis un tout petit peu en porte-à-faux avec ceux qui estiment que parce que la mouvance présidentielle a désigné son candidat, et on devrait tout de suite voir le candidat de l'opposition aussi. Ils ont leur agenda. Attendez, laissez-moi finir. Pas tout de suite, mais au moins des signes précurseurs. Laissez-moi finir. Ils ont leur agenda. Vous et nous, je ne sais pas. Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Peut-être que vous êtes dans le secret de ces partis d'opposition-là. Voilà. Et donc, en tant que journaliste, on n'est pas forcément impliqué dans le processus qui va conduire à la désignation des candidats du parti Les Démocrates. Ils sont dans leur processus, laissons-les, et ne leur mettons pas la pression en fait, laissons-les conduire. Non, nous on ne peut pas les laisser. On doit les laisser. Peut-être qu'ils estiment que c'est le 13 octobre qui va présenter ces candidats. Monsieur Oumar, quand vous êtes face à une machine comme celle-là, comme ce qu'on a vu, et il y a une désignation qui prend de la distance, d'accord? Vous êtes tenu de changer ce que vous dites là, vous êtes tenu de changer votre posture pour faire face aux exigences, aux réalités qui sont en face de vous. C'est ce qu'on... Attendez. Non, écoutez, s'il vous plaît. Les élections, les dates des élections ont été annoncées bien... S'ils ne sont pas prêts, maintenant, c'est le choix de la candidat, ils seront prêts. En 2026. Et attendre mi-octobre. Et si c'était jusqu'à présent, ce que vous proposez là, déjà, ça gagne du terrain. Au niveau de la mouvance, le gouvernement gagne du terrain déjà. Si on attend jusqu'en mi-octobre pour désigner leur duo, on va gagner du terrain. Je n'ai pas dit ça. Vous leur donnez un mauvais conseil. Non, je ne donne pas ce qu'il faut faire, je m'en tiens de ranger ce chronogramme-là, d'accord, et de faire face aux réalités. La réalité aujourd'hui, c'est que la mouvance présidentielle a désigné un candidat qui fait l'unanimité, et qui fait l'unanimité systématiquement, et qui a doublé par plusieurs personnes. Et donc, vous-même, vous changez tout ce que vous avez comme chronogramme et vous allez vous regarder dans le miroir. Vous écoutez. Il y a même un petit élément que je vais ajouter. Lequel? Au niveau du choix de la mouvance présidentielle, vous avez vu la déclaration de l'honorable Barossi, qui est membre intégrante de l'opposition et du Parti des démocrates, et qui a apporté son soutien directement au candidat de la mouvance présidentielle. Et dans ce cas-là, vous allez passer tout votre temps à attendre mi-octobre avant de pouvoir faire le choix. Je pense qu'aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est que la mouvance a déjà son candidat, comme vous l'avez dit, qui a doublé, qui bénéficie d'une avalanche de soutien, et tout. Et le terrain, même venant de l'opposition, même des soutiens personnels, individuels et tout. Et peut-être encore qu'il y aura d'autres accords de gouvernance, parce que à part FCBE, on apprend que MPL aussi pourrait faire accord de gouvernance. On posera la question à son président tout à l'heure. Et donc, il y a beaucoup de choses à la fois. Malheureusement, nous avons une opposition qui aujourd'hui doit faire face à cette réalité aussi, parce qu'en son sein, ils n'ont que le nombre de parrainages qu'il faut pour parrainer un duo de candidature. 28. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Et là encore, laissons-moi finir. Plus le suspense dure et plus ça donne des éléments à ceux qui voudraient peut-être soutenir le candidat de la mouvance présidentielle de partir.
D'ici, parce que quelqu'un a déjà adressé une note de soutien à Roumia Wadayi. C'est vrai, il a remis la lettre de le fournisseur de parrainage, il l'a remis. Mais d'ici à là, s'il démissionne du parti, ça va créer... Non, son parrainage est parti. Le parrainage est parti. Même s'il ne démissionne pas, si le terrain, la démission, est-ce que la démission emporte... En un mot, est-ce que la démission... Je fais la question. Il y a une absence de sérénité de ce côté, voulez-vous dire? Je finis là-dessus. On sent qu'il y a une opposition qui est tenaillée par une certaine des incongruités en son sein. Parce que la question juridique qui va se poser, c'est si quelqu'un qui a déjà donné son parrainage, s'il démissionne du parti, est-ce que le parrainage continue toujours de le tenir ou bien il va avec le parti? Donc, c'est une question juridique qu'il va falloir... Honnêtement, je n'aimerais pas être à la place de cette opposition-là, parce qu'elle est vraiment tiraillée. Ça donne raison. Elle est vraiment tiraillée. Vous avez parlé de MPL, ça donne raison à MPL qui a dit qu'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas une véritable... Il n'y a pas un dialogue. Dans ce cadre de concertation qui... Il n'y a pas une synergie d'action. Il ne doit pas être difficile pour l'opposition de faire sortir un candidat. Depuis là, moi je serais l'opposition que je ferais sortir déjà un candidat pour commencer les affaires. Le sujet sera plus intéressant d'autant plus intéressant que pour l'élection de Wumbedji contre Komi Koutié, vous vous rappelez, quand Marcel Dessous avait remis son, comment dit-on, absolument, et sa procuration, quand il est revenu dans la salle, ça annule la procuration. Donc, c'est des questions. Est-ce que ça va juridiquement agir si jamais on fait durer le suspense? Finalement, que gagne l'opposition à faire durer le suspense? L'opposition gagne a fait moisir le débat, puisque jusque-là, on voit que la mouvance avait quelques acteurs politiques qui donnent le suspense. Et mieux, à la mouvance de gagner du terrain. Et après, bon... Après dit, cette opposition n'a pas encore toutes les armes pour se tirer d'affaire, en fait. Et donc, finalement, vous rejoignez... Non, en réalité, non. Je m'explique. L'opposition est actuellement dans une certaine difficulté à choisir son candidat. Pour autant, il ne faut pas dire que parce que la mouvance présidentielle a désigné son candidat, elle aussi doit le faire tout de suite. D'accord. Elle est dans une difficulté, mais elle a encore le Allons voir très rapidement les accords de coalition. Paul Roumpé et sa force Cori pour un Bénin émergent sont déjà en accord de gouvernance avec l'Union progressiste, le Renouveau. Une très belle trouvaille pour Paul Roumpé de se tirer d'affaire pour les législatives qui viennent là. Oui, parce que du côté de l'opposition... Mais ce n'est pas une surprise, il avait annoncé depuis. Oui, Paul Roumpé avait dit entre-temps que s'il faudra aller là-bas pour aller chercher les parrainages, qu'il le ferait. Et déjà qu'au sein de l'opposition, cette FCBE n'était pas très bien... comprise, elle n'était pas très bien accueillie, même elle n'était même pas dans leur salle, dans le cadre de concertation, de négociation. Elle n'y était pas, donc c'était chose normale qu'enfin qu'elle retrouve cette FCBE-là, qu'elle retrouve la voie. Je pense que vous vous rappelez de cette histoire-là. L'histoire politique nous raconte que PD aussi avait annoncé, après des années d'opposition, a dit nous n'allons plus faire l'opposition. Paul Roumpé n'est pas le premier acteur politique à faire cette démarche-là. Si aujourd'hui... Donc la FCBE à l'école du PRD? Du PRD, pourquoi pas. Donc si aujourd'hui il décide de dire, après 10 ans d'opposition, on se rend dans la mouvance, je pense que oui, quitte à... Probablement, la FCBE aura-t-elle un candidat pour la présidentielle? Pourquoi pas? C'est quand même malheureux pour la démocratie béninoise et lorsque vous observez la politique béninoise de loin, c'est quand même dommage qu'un parti qui ait incarné l'opposition et qui a pu bénéficier des fonds du contribuable béninois en tant que parti de l'opposition, avec chef de file de l'opposition, et qui a son idéologie, sa ligne directive, et qui a son idéologie, se retrouve aujourd'hui vouloir signer, d'accord, un accord de partenariat, signer un accord de partenariat avec les partis de la mouvance, un accord de gouvernance avec les partis de la mouvance. C'est quand même... nulle part ailleurs, vous n'entendrez cela. C'est seulement au Bénin, vous allez entendre ces bêtises. Votre nulle part ailleurs n'a pas... C'est nulle part ailleurs. Et donc, ça montre en réalité les hommes politiques qu'on a aujourd'hui au Bénin. Tout ce que Paul Roumpé fait ne fait que refléter, d'accord, tous les acteurs politiques à divers niveaux. Ou, compte tenu de leurs intérêts, vous les verrez, à gauche ou à droite, dépendant de leurs intérêts du moment. Non, je ne suis peut-être pas d'accord avec mon cher ami. C'est ça qui est souhaitable. C'est ça qui est souhaitable, que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Oui, non, écoutez, on n'a pas un titre foncier d'appartenance à l'opposition.
si vous voyez que vous avez les convictions que vous partagez, si Se vous voyez retrouve que de l'autre côté. sur l'autre côté, Oui. vous déclarez que D'accord. vous passez- Sauf que nous sommes ici dans un cas juridique où l'appartenance à l'opposition a fait l'objet d'une déclaration formelle d'appartenance à l'opposition. Oui. Et Je pense qu'on vous dit. FCDE a déclaré et même a bénéficié même du statut de chef de file de l'opposition à l'issue des dernières suis des d'accord. élections communales Et a passées. bénéficié Et des donc, fonds en du temps normal, Je suis d'accord, pour aller à un tel accord de gouvernance, l'FCDE doit retourner encore, faire une déclaration de non-appartenance à cette opposition-là. Et donc, nous disons, excusez-moi, Avant de le faire, il faut déjà finir le processus d'abord. C'est la déclaration de l'appartenance là qui doit venir avant qu'il n'aille sur le processus. Maintenant, les seuls partis qui peuvent faire encore ça, c'est MPL et consorts qui n'ont pas dit officiellement qu'ils appartiennent à l'opposition, qui n'ont pas fait de l'appartenance à l'opposition. Je ne refuse pas. Donc je pense que cette affaire-là, pour moi, on devrait attaquer ça devant la Cour constitutionnelle et demander à Paul Mouquet de retirer d'abord le parallélisme de forme. Parce qu'en matière juridique, on parle de parallélisme de forme. Mais il faut respecter ce parallélisme de forme. Sacré des soucis. Et ça pourrait nous appeler. Mais une chose est sûre, Vous voulez après remettre en cause cet accord de gouvernance là, parce que quelqu'un aurait saisi la Cour constitutionnelle pour se voir averti, vous devez finir le processus avant d'aller à ce qu'on dit. Le chantier politique sur ce point est vraiment vaste. d'ailleurs, la position de Paul Mouquet ne nous étonne pas. Ça ne devrait pas étonner les journalistes que nous sommes. Il l'avait annoncé depuis. Il a annoncé. Alors, Il ne suffit pas d'annoncer, il faut passer aux actes. Il est tenu par ce que dit le... Non, arrêtez ça, ils sont responsables. Merci beaucoup. On reste en place. Marc Yones Goudianou. On ira voir à présent ce que disent les internautes sur le web autour donc de tout ce qui est actualité politique au Bénin. Et qu'est-ce que vous avez, je dirais, sélectionné pour nous? Et on va réagir là-dessus très rapidement. Allons-y. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut dire cette semaine-ci, le web a été très animé par plusieurs sujets. Il faut quitter les sujets allant, surtout ayant trait à la démission du MPL du cadre de concertation. Il y a eu la réaction de Gaston Zossou sur la question de la candidature de Romiad Ouadani, et également il y a eu d'autres sujets que les internautes vont découvrir tout de suite avec vous, Christian. D'accord, ce sont les 8 du web. Oui, on peut déjà voir sur la page Facebook de Nadège Toyin-Diwan qui publie déjà qu'au Bénin, le MPL de Expérience Tébé quitte le cadre de concertation de l'opposition, et il y en a suivi quand même quelques réactions des internautes. La première réaction vient de Léopold Changodete qui dit « Des poids plumes électorat de 126 personnes, s'ils pensent à des postes après élection, ils se trompent. La compétence est le premier critère du boss et non vos ralliements opportunistes. » Il y a Justin Tanquinou qui enchaîne et qui dit « C'est un non-événement. Les partis politiques incapables d'avoir un chef quartier ne font pas le poids. » Et lorsqu'on voit toutes ces réactions, on se demande également si effectivement il y avait matière à ce que le MPL quitte le cadre de concertation de l'opposition. On posera la question à son président dans un instant. On va parler à présent du Bénin, les dépenses sociales qui représentent 42% du budget 2026. Oui, il faut dire que le vote du budget général de l'État au dernier Conseil des ministres cette semaine, le mercredi passé, a suscité l'attention des internautes également, et c'est 229 degrés qui nous parle du sujet. Il dit les dépenses sociales représentent 42% du budget de 2026. Alors, ça a été juste ce que la page a publié, et les réactions s'en ont suivi. Il y a Josué, bien sûr, Nda qui dit où est passé le hautement social du budget de 2025, puisque le chef de l'État avait annoncé qu'il y aura un mandat hautement social juste après sa prise de fonction. Peut-être que je dormais depuis janvier. Oui, peut-être que je dormais depuis janvier 2025. Réveillez-moi, s'il vous plaît. Et il y a Maréchal qui dit le social ne prévient pas, ça se décrète. En 2025, c'était pareil avec le budget. Apparemment, le social en question concerne le gouvernement et ses différentes ramifications. Même le ciment est devenu plus cher. Les produits de première nécessité, n'en parlons même pas. Et pour finir avec une réaction, Adam Yarou Chabi qui dit « On avait appris que le mandat serait hautement social et on n'a rien constaté jusqu'à la fin du mandat. Maintenant, budget social 42%, cela ne me fait ni chaud ni froid. »
personnellement. Et ça discute beaucoup sur le web. Mesdames et messieurs, on va enchaîner avec, à présent, le portrait de leader. Portrait de leader avant notre invité politique Omar Salouf. C'est une nouvelle rubrique. Et dans cette nouvelle rubrique, vous nous plongez dans l'univers de ces hommes et femmes qui façonnent notre pays, le Bénin, et pourquoi pas le monde entier. Oui, Christian, derrière chaque leader, une histoire, une personnalité, un destin. Ensemble, nous allons explorer les portraits de celles et ceux qui font l'actualité. Des portraits qui révèlent la complexité du pouvoir. Notre rubrique Portrait de leader vous propose de plonger dans l'univers fascinant des leaders. À travers des portraits détaillés et nuancés, nous vous invitons à découvrir les histoires, les personnalités et les destins de ceux qui ont marqué l'histoire ou la façonnent actuellement. Derrière chaque décision, chaque politique, chaque action, il y a une personne qui prend les rênes et guide le destin de son pays, de sa communauté, de son organisation ou de son mouvement. Mais qui sont ces leaders? Quels sont leurs parcours, leurs motivations, leurs forces et leurs faiblesses? Bienvenue dans cette exploration. Et aujourd'hui, vous nous parlez de Expérience Tébé, président du Mouvement populaire de libération. Oui, Expérience Tébé est né le 12 janvier 1977. Il est diplômé de l'université d'Abomey-Calavi et institut de grande référence au Bénin et au Canada. Il est ingénieur génie civil et administrateur gestionnaire des projets ayant travaillé dans plusieurs structures. Il a reçu plusieurs prix honorifiques décernés par des associations de développement. L'acteur politique qu'il est a été secrétaire général adjoint du Mouvement populaire de libération, un parti de l'opposition avant de prendre la présidence en juillet 2021. Jusqu'à un futur très récent, il était le deuxième coordonnateur adjoint du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Homme de terrain et d'idées, Expérience Tébé a su allier ses compétences techniques à une vision politique ambitieuse centrée sur le développement équitable des territoires et la promotion de la compétence au service de la nation. Natif de Tchéti, dans la commune de Savalou, il incarne cette nouvelle génération de leaders ancrés dans les réalités locales mais résolument tournés vers l'avenir du Bénin. Aux élections législatives de janvier 2023, Expérience Tébé a été candidat dans la 9e circonscription électorale qui regroupe les communes de Dassazoumé, Savalou et Banté. Son parti, sur l'ensemble du territoire national, avait obtenu un score de 31 638 voix, soit 1,28% et est classé 6e sur les 7 partis ayant compéti. En tant que président du MPL, Expérience Tébé a exprimé ses préoccupations concernant les élections générales de 2026 au Bénin, notamment la confection de la liste électorale et le nouveau code électoral qu'il juge restrictif. Récemment, le MPL a décidé de se retirer de ce cadre de concertation de l'opposition, invoquant notamment des divergences sur les objectifs et les stratégies à adopter pour les élections de 2026. Voilà, et quelle sera donc l'autre action qu'il posera? C'est la question que nous nous poserons tout à l'heure. Chers messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci, Christian. À tout de suite. Expérience Tébé est l'invité politique de ce numéro du Grand Rendez-vous. Vous l'avez précisé entre-temps dans votre portrait de leader il y a quelques minutes. Merci donc d'être avec nous. Merci de répondre présent. Expérience Tébé, vous êtes le président du Mouvement populaire de libération et tout récemment, vous avez retiré votre parti du cadre de concertation de l'opposition. Dans quel plan politique se trouve alors désormais le Mouvement populaire de libération, décidant de claquer la porte de ce cadre de concertation?
Merci beaucoup, chers amis, de me donner l'occasion de revenir sur cette actualité que le MPN n'avait pas voulu vraiment animer ou du moins se mettre sur la place publique comme cela se fait depuis quelques jours. D'abord, permettez-moi d'apporter une précision. Ce n'est pas le président Tebet qui a retiré son parti du cadre de concertation, c'est le parti qui s'est retiré du cadre de concertation et a retiré son président. Et le parti ayant décidé de se retirer du cadre de concertation, cela a eu pour conséquence la démission de son président qui occupait le poste de deuxième coordonnateur adjoint du cadre. Maintenant, pour les raisons, non, ne voyez pas. J'ai vu effectivement certains de vos collègues se lancer dans des conjectures, des supputations. Bon, le timing, les événements effectivement concurrents, je comprends certaines. Mais vous avez bien fait de me donner l'occasion de vous préciser que, ici, ce soir, que le MPL s'est retrouvé dans ce cadre de concertation comme étant l'un des piliers, les principaux qui ont travaillé à l'avènement du cadre pour justement relever les défis de 2026. Il faut dire que nous avons participé, et malheureusement, à 2023, les années de 2023, et vous l'avez rappelé, avec un score très mitigé, je vais dire, et les fruits n'avaient pas tenu la promesse des fleurs. Quelques mois après, le nouveau code électoral a renforcé le cadre législatif, ramenant la barre à 20%, au lieu de 10% pendant que nous participions. Vous convenez avec moi que le MPL n'avait plus de manœuvre à continuer seul cette aventure. C'est pour ça que nous avons été initiateurs, nous avons travaillé ardemment pour qu'on se resserre les rangs et qu'on définisse la stratégie gagnante pour 2026. Et à ce titre, nous sommes les premiers ayant proposé ceci au cadre. Pour 2026, pour faire face au code électoral, premièrement, nous avons engagé la lutte au niveau du cadre pour la révision de ce code. Mais des partis comme le mien, nous avons dit il y a peu de chances qu'on y arrive à cause de la situation politique, parce que ceux d'en face, c'est leur bouée de sauvetage. Est-ce que vous avez été compris quand vous avez posé le Malheureusement, on n'a pas été compris. Et donc, à chaque fois, pour nous, on ne peut pas nous imposer. Il faut essayer de suivre la masse. Donc, même quand nos propositions rencontraient un mur d'écho, nous plions à la décision du groupe. Donc, nous avions proposé ceci. Pour contourner le code électoral, le pervers code électoral que nous avons tous dénoncé, il nous revient de créer un deuxième bloc pour l'opposition, afin que nous puissions établir pour 2026 deux listes intelligentes pour les législatives et communales. C'est-à-dire, un peu comme en face, si nous avons deux blocs, d'un côté les démocrates, plus un deuxième, la barrière des 20% tombe pour nous également, et tout le monde sera évalué sur les 10%. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis. Nous avons ajouté, pour parvenir à réaliser ça, c'est tout simple. On ne va pas... Les démocrates constituent un grand bloc déjà, ayant 28 députés. Nous autres, qui sommes dans le cadre, nous avons 3 partis et un mouvement. Nous décidons de fusionner en créant le deuxième bloc et en ouvrant en même temps à tous les autres mouvements se réclamant de l'opposition et personnalités qui ne sont pas au niveau du cadre, qui vont s'ajouter à nous pour qu'on crée ce deuxième bloc, au sein du cadre bien entendu. Donc on s'entend sur un nouveau logo, un nouveau nom, et on fusionne nos partis. On ne va pas créer une nouvelle formation. Puisque nous avons 3 récépissés en jeu là, il suffit de prendre un qu'on modifie au nom et au logo qu'on aura convenu. Mais malheureusement, les intérêts personnels et égoïstes de certains n'ont pas permis de suivre de quoi il s'agit. Certains veulent demeurer président de leur parti après ces échéances. Ils veulent que leur logo prévale après 2026. Alors que le MPL s'est dit prêt à tout laisser tomber pour qu'on avance. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un nom, d'être chef de parti et que le parti ne gagne rien et que vous êtes condamné à disparaître si le code continue, le code préexiste après 2026, vous allez disparaître. Or, si nous faisons cet attelage et nous gagnons les élections, nous pourrons modifier le code et chacun de nous, on peut revenir même en arrière si nous voulons à remodifier la charte des partis pour que les partis puissent retrouver une certaine autonomie. Nous n'avons pas été suivis. Ce n'est pas grave. Monsieur Expérience Tebet. Oui.
vous voulez constituer un cadre plus fort, une coalition plus forte. Oui. Ça n'a pas prospéré. Oui. Et dès lors, comment vous entrevoyez 2026 pour les élections générales à venir? Bon, quand vous êtes retiré de ce cadre. Je reviens, vous êtes allé un peu trop vite. Il y a une petite partie qu'il faut que je précise encore. Lorsque nous n'avons pas été écoutés, ce n'est pas grave, nous avons continué par suivre. Mais plus tard maintenant, lorsque nous sommes approchés des élections, la question est revenue et on a trouvé qu'il faut effectivement 2 listes pour l'opposition. Et là maintenant on dit, puisqu'on ne peut plus faire de manœuvre pour créer un nouveau bloc, on va prendre un des partis pour y aller. Des 3 partis qui sont dans le cadre là, lequel est à même de conduire cette liste? Le MPL a dit, nous n'avons aucune exigence, nous ne tenons à rien. Donc, les 2 autres, entendez-vous et désignez un pour qu'on y aille. Mais vous savez-vous que pendant ce temps, dans le cadre, au sein du cadre, il y a l'un qui a lancé 3e voie, comment vous appelez? Avec d'autres éléments. Pour ne pas le désigner. Oui. Et qui lance comme concept ni talent ni AI. Bon, nous ne sommes plus une opposition frontale, on est au centre, écoutez, et on va aux élections. Et un autre aussi se lance à constituer une liste. Et nous sommes bras croisés et moi je regarde faire. Incapable de désigner le parti et qui va porter la 2e liste jusqu'à jeudi passé où l'Assemblée générale du cadre a donné l'ultimatum pour désigner. À cette dernière rencontre, les 2 se sont levés dos à dos. Alors, le MPL s'est trouvé dos au mur. Nous, les autres sont en train de préparer pour s'y aller. Nous n'avons pris aucune disposition dans ce sens. Nous avons décidé de rendre compte aux instances dirigeantes de notre parti, l'instance qui a décidé du retrait du cadre. Parce que, ce que je ne veux pas dire, et tout en prenant cette décision, nous avons pris soin de dire que nous allons partir sous la pointe des pieds, saisir le coordonnateur du cadre par une lettre de ce que nous retirons, ce qui implique ma démission à moi, de mon poste, mais on n'en fait pas cas dans les médias, dans l'opinion, pour ne pas brouiller la marche qu'ils se sont donnée. Une marche qui ne nous a pas rassurés, une marche qui, dès le début, je vous dis, il y a une seule stratégie gagnante, c'est qu'on contourne les 20%. Aucun parti, fût-il du peuple, ne peut affronter la barre des 20% victorieusement dans les 24 circonscriptions électorales. Ce n'est pas possible, c'est mathématique, ça, ce n'est pas de la politique. Alors, à partir de ce moment, il faut trouver une parade. La parade, c'est celle que nous avons donnée. On n'est pas suivi. On ne peut pas le faire seul. On fait comment? Est-ce que si vous êtes engagé dans un véhicule qui est en train de cracher, bon, vous dites, c'est pas grave, allons, on crache ensemble, on verra si tout le monde va mourir? Non. Si vous avez l'occasion de vous arrêter au bord de la voie, vous descendez et puis vous voyez, peut-être que le chauffeur va faire un miracle, il va suivre. Vous ne savez pas. C'est le cas aujourd'hui du MPL. Maintenant, vous me faisiez la question de savoir comment nous entrevoyons l'avenir. Le MPL existait avant d'intégrer le cadre. Nous allons continuer d'exister. Et nous allons, si vous voulez parler des échéances de 2026, les élections, je profite pour répondre parce que j'ai écouté beaucoup de critiques. Nous n'avons aucune relation avec la FCBE. Nous ne pouvons pas, parce que certains pensent qu'on va faire partie d'un duo que les gens voulaient former. Non, nous sommes, d'ailleurs, comme je l'ai dit au niveau du cadre, personnellement même, je ne suis candidat à rien. Même pour les législatives, je ne suis pas candidat, je l'ai annoncé. Pour les communales, je ne suis pas candidat. Vous avez tiré le son de ce qui s'est passé en 2023? C'est ça en qui vous a fait... 2023, non, pas du tout. Oui. En 2023, si vous voulez, je vous fais la confidence. Pendant que je conduisais le parti aux élections, personnellement, je ne voulais pas être candidat. Parce que parce que je ne veux pas être député, si vous voulez, je le dis clairement. Et je l'ai dit à tout le monde, je ne veux pas être député, donc je ne veux pas faire de la triche, je ne veux pas être candidat, être élu et maintenant céder à un suppléant. J'aime pas ça. J'aime être honnête. Vous avez une aversion pour le poste de député? J'estime que ma place n'est pas là-bas. Je ne peux pas, ma franchise et ma façon de faire et la façon de faire dont je connais à Porto-Novo, ce n'est pas compatible. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Si vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas du tempérament, vous n'êtes pas capable de faire certaines choses d'avance, dites-le. Je ne suis pas capable d'appartenir à un groupe où là-bas, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Et c'est pas ce que tu penses qu'on fait. Je ne suis pas capable de faire ça. Donc, je trouve que c'est une triche de me mettre sur la liste, d'être élu, et après, de dire, bon, eh bien, les camarades ont dit que non, ce n'est pas possible que, en tant que chef de parti, nous soyons en train de dire, allez, que tu ne sois pas toi-même sur la liste. Et j'ai compris et je me suis mis. Bon, ça a été la débâcle, nous n'avons pas été suivis. Les jeunes qui critiquent aujourd'hui, qui écrivent
je ne vais pas dire du n'importe quoi, mais c'est en fonction de leur capacité de compréhension. Ce qu'ils écrivent, tout ce qu'ils veulent là. Je n'ai pas eu leur soutien, hein. Et d'autres ont marchandé leur soutien. Ce que moi je veux dire, lorsqu'il y a une situation, parce que si je passe là maintenant, comme je vous l'ai dit, nous, quand on analyse la situation de 2026, on sait à peu près à quel résultat nous allons aboutir dans ces circonstances. Mais les jeunes là, ils ne savent pas. Il faut qu'on les aide à comprendre. Il faut qu'on les aide à comprendre. Donc, la suite pour le MPL, c'est que nous allons regarder. Nous ne sommes pas candidats. Nous n'avons pas un seul député, nous n'avons pas un seul, mais donc nous ne pouvons pas prétendre aller à la présidentielle. Pareil pour les communales, législatives, nous ne pouvons pas. Nous avons eu moins de 2% la dernière fois. Maintenant, pourquoi dis donc c'est pas possible. vous n'êtes pas encore prêt, totalement. Non, c'est le peuple peut-être qui n'est pas prêt. Et nous, à chaque situation, il y a toujours une solution. Donc nous allons observer pour voir, en face de la situation là, qu'est-ce que le parti peut faire en consultant les différentes instances et analyser et voir. Voilà. Est-ce que le rôle du parti n'est pas de travailler à conquérir le pouvoir? Quand on entend le président du parti dire que nous sommes candidats, nous n'allons pas aux élections communales, municipales, législatives et tout, présidentielles, ça met un peu vos militants en difficulté? Non, pas du tout. Au contraire, c'est une franchise de leur dire que pour 2026, le code électoral en vigueur ne permet pas au MPL d'aller compétir. Ça, c'est une vérité. Ça peut fâcher, mais... Donc c'est du réalisme. Vous travaillez sur du réalisme? Oui, il ne faut pas... Et non de l'utopie. Il y a des gens qui... Je vais vous dire ceci. Il y a des gens qui aiment vendre du vin. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Des tatarins qui sont là. Ils veulent exister. Regarde, personne, aucune formation politique, elle seule ne peut aller affronter ce code pour les législatives. La loi a donné la possibilité de se mettre en accord avec d'autres partis. Exactement. Et c'est ce que nous aurions fait en créant un deuxième bloc pour l'opposition qui reste en accord de législature avec les démocrates. Comme ça, on ramène la barre d'évaluation à 10%, on va ensemble aux élections. Et puis, on est sûr de lever des sièges. Mais toute autre réflexion est vouée à un risque de conduire le peuple à un risque inestimable. Pourquoi vous optez pour un bloc de l'opposition, un second bloc, alors même que votre parti MPL peut aller en accord de gouvernance directement comme ça avec les démocrates, puisque les tests l'autorisent? Si les démocrates le demandent, nous n'avons le MPL a fait toutes les concessions possibles sans qu'on demande, n'a refusé rien. Écoutez, aujourd'hui, le départ du MPL a créé une déflagration que je n'ai pas comprise. Parce que... Oui, parce que vous avez porté plusieurs fois la parole du cadre de concertation. C'est vrai, et là vous avez raison. Là je vous trouve raison. Pour une fois, je vous trouve raison. Mais, dites-moi, lorsque nous sommes dans ce cadre-là, et que quelqu'un se lève, et que c'est dans les réseaux sociaux que j'apprends que quelqu'un est candidat à la présidentielle, ça vous met pas, qu'est-ce que ça vous dit? Ça peut vous dire quelque chose? Vous êtes partis, ensemble, on est là, mais c'est sur les réseaux sociaux que vous apprenez que quelqu'un est candidat à la présidentielle. C'est sur les réseaux sociaux que vous apprenez que quelqu'un a créé un autre cas. Pendant ce temps, le MPL est discipliné, bras croisés, et fait exactement ce qu'on demande de faire. Nous n'avons fait aucune caprice, nous n'avons rien demandé, et je voudrais que le peuple béninois comprenne ça avec nous, que nous avons été disciplinés, surdisciplinés sur toute la ligne. Je mets au défi quiconque qui va venir dire le MPL a eu un comportement, demi-comportement, contraire aux idéaux et à l'engagement que nous avons pris au niveau du cadre. Mais par contre, je vais vous en citer 1000 que tous les autres ont eu. Et que répondrez-vous à ceux qui estiment que votre démission du cadre, ça veut dire qu'un rapprochement peut être envisagé entre vous et d'autres partis de la mouvance présidentielle? Ben, c'est leur intelligence qui permet de dire ça. Mais nous, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas des jeux de dés qu'on joue. Il faut analyser les situations, il faut voir, comme je vous l'ai dit tantôt, quelle est l'attitude à adopter en face d'une situation. Ce qui est sûr, il ne faut pas foncer pour aller dans un mur. On ne peut pas, en se poussant, franchir un mur. Mais par contre, vous analysez, là comme je vous l'ai dit, le MPL seul maintenant, comme les autres formations politiques qui, par exemple, disent qu'ils veulent aller, ils ne peuvent pas. Nous avons fait l'expérience d'essayer d'aller au communal sous la rupture. Après, de tenter les législatives. Je peux vous dire avec certitude les difficultés liées à ça et de facto vous dire que les formations politiques qui disent par exemple qu'elles sont prêtes pour aller ne peuvent même pas. C'est assez complexe. Nous avons essayé et je sais ce que nous avons enduré, je sais ce que ça
techniquement ce que cela relève, de participer à une telle échéance. Alors, je ne vais pas vendre du vent à mes concitoyens et dire que non, on va essayer. Non, pourquoi essayer si on connaît un résultat d'avance? On n'essaye pas. On s'engage quand on a la capacité d'affronter et de réussir. Moi, même un enfant à moi, dont je connais le niveau, qui ne peut pas affronter un examen, par exemple, je ne vais pas lui dire d'aller composer. Non, il va se renforcer. Le coup de et moi, chance. oui. Le coup de chance. Non, le coup de chance n'existe pas pour moi. Je ne crois pas à la chance en face de quoi que ce soit. Et moi, je peux vous le dire. Moi, quand, par exemple, les enfants vont aux examens, je vois les gens parler de chance. Moi, je n'ai jamais eu un enfant qui veut aller à un examen où je fais la prière pour voir s'il va réussir. Non. Alors, l'actualité, la politique, elle est dynamique et l'actualité politique est changeante. Oui. Alors, vous êtes cramponné sur une décision, pas évident que votre parti aille aux prochaines élections. Et si, entre-temps, vous tendez la main, vous faites quoi? Nous allons analyser. Et comme vous le dites, je suis d'accord avec vous. La politique, c'est un monde très mouvant. En fonction des intérêts de notre peuple et des intérêts après maintenant de notre formation politique, nous allons aviser ensemble. Et ça, que tout le monde se le tienne pour dire. Ce n'est pas M. Tébé qui décide. Ma voix, je peux vous dire que ma voix importe peu dans le groupe. Vous m'entendez peut-être souvent, mais même pour venir sur votre plateau, je dois requérir l'autorisation du bureau. Et c'est ça, alors vous pouvez le témoigner. Tous ceux qui me sollicitent, vous voyez que je n'arrive jamais à dire oui, si je peux venir. Alors, parce que je dois demander, est-ce que je peux parler? Et on doit accepter. Il y a beaucoup d'offres qui sont déclinées parce que les autres ont dit non, vous ne pouvez pas parler en ce moment. C'est dit donc que vous avez un groupe très compact. Très compact. Très organisé, très structuré. Et très soudé. La preuve, vous avez vu, cette décision a été prise à l'unanimité. De se retirer. Donc je ne pouvais pas dire non, je suis coordonnateur là-bas, donc permettez d'attendre. On a dit non, on vous a dit de vous retirer, donc vous retirez. Et la note écrite au coordonnateur, ce n'est pas moi qui rédige. Et justement, quelle fut sa réaction ou la réaction des autres membres du cadre de concertation? J'ai déploré le fait que la lettre adressée au coordonnateur soit prise par un collègue et envoyée à la presse. Ce n'est pas élégant. Ce n'est pas élégant parce que moi, pour mon parcours... Vous voulez empêcher la presse d'avoir l'information? Non, pas empêcher la presse d'avoir l'information. Il revient au coordonnateur d'apprécier. Après, pour moi, le coordonnateur, s'il reçoit cette lettre, doit s'entretenir avec les gens et savoir que dit maintenant l'opinion. Parce que, voyez-vous, jusque-là, je continue de me retenir, d'étaler les divergences et les faiblesses du groupe auquel j'ai appartenu jusque-là. Parce que nous sommes à la veille d'échéance. Si je fais ça, je les fragilise. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai à dire, que je ne peux pas dire. Mais je veux que vous m'aidiez à expliquer à l'opinion que le retrait de notre parti du cadre, ce n'est pas un calcul politicien ni personnel. Je n'ai aucune ambition personnelle qui est prévalue à ce niveau-là. D'ailleurs, que je leur ai déjà dit, je ne suis pas candidat pour les législatives ni pour les communales. Pour les présidentielles, encore moins. Je n'ai pas un demi-député. Je ne peux pas prétendre à ça. Je ne fais pas comme les autres qui vendent du vin. Tu n'as pas dans les circonstances actuelles, comment tu peux dire, si tu n'as pas un député, que tu veux être candidat? Ça répond à quoi? Les autres qui se sont battus pour avoir 28 députés là, ils sont bon. Donc toi, tu es plus beau, bien plus élancé, mais plus intelligent pour qu'on te remette leur parrainage. Donc nous n'avons pas des ambitions démesurées en dehors. Nous voulons aider nos compatriotes avec la misère, les problèmes que nous avons dénoncés à la gouvernance actuelle. Nous voulons aider nos compatriotes à les surmonter. Mais avec notre capacité, on ne peut pas faire plus que nous n'en pouvons. Dans un contexte, par exemple, où les partis politiques de la mouvance décident de vous accorder de parrainage, est-ce que le MPL pourrait revoir sa position donc, et aller à un accord de gouvernance ou de coalition avec les forces de la mouvance présidentielle et tout voilà. Ça, c'est le... Je ne pense pas qu'il y ait une telle éventualité. Mais même si l'offre venait plus tard... Il y a la FCBE qui est allée sur ce terrain-là. Oui, sauf que le MPL n'est pas la FCBE. Oui. Je vous ai dit tantôt, nous sommes des partis, nous n'avons même pas aucune relation fonctionnelle. Non. Nous avons souhaité que la FCBE nous rejoigne au cadre. Vous avez suivi avec nous, elle n'était pas d'accord. Elle a voulu évoluer seule. Donc, sans doute que le calcul était prémédité. Nous n'avons pas de calcul prémédité. C'est des jeunes qui ont voulu exister, qui ont voulu, surtout en tout cas moi, relativement à mon parcours, je ne suis pas venu en politique pour chercher de l'emploi.
ni pour chercher un poste. J'ai occupé toutes les fonctions administratives que j'ai eues sans avoir participé à une réunion politique où il y a 2 personnes. Je n'ai jamais appartenu à 2 partis politiques avant de créer le MPL. C'est le seul parti politique que j'ai créé, animé jusqu'à ce jour. Je vais tirer les leçons de mes échecs, tirer les leçons, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, et maintenant je vais mettre ça au service de mes concitoyens et de mes camarades pour avancer. J'aviserai quant à moi, même personnellement, quant à ma participation à la vie publique, politique, bon, j'aviserai par rapport à ça. Mais j'essaierai de maintenir le cap pendant le temps qui me reste à la tête de la formation politique, aider mes camarades à tenir le cap et à avancer pour donner un avenir meilleur au MPL. Est-ce que la décision du MPL de ne pas participer aux élections en fait, qui s'annoncent là, Oui. est-ce que ça engage tous les membres du MPL? Absolument, et vous verrez, c'est à l'unanimité, ils vont respecter. Chaque consigne qui sera prise sera respectée à l'unanimité. Parce que nous avons une solidarité indescriptible. Parce que la plus petite décision qui est prise commence par le bas et remonte en haut. Donc le leader ne fait pas, je ne peux pas, je vous dis même ma participation à une émission, elle est validée d'abord. Sinon je ne peux pas me prononcer sur aucune question si le bureau ne m'en donne l'autorisation. Vous figurez-vous? Alors à partir de ce moment que lorsqu'on décidera, je vous dis simplement que à l'étape actuelle des choses, le MPL n'a pas la capacité de participer à ces échéances. Vous avez déploré le fait que votre lettre soit balancée comme ça dans les médias. Est-ce que ça dit que le MPL avait tendait encore une main aux démocrates ou au cas de concertation en se disant il se peut que, bien sûr que en recevant notre lettre, bien sûr qu'il n'y a pas, je crois que j'ai répondu à certaines questions. Peut-être même que nous y retournerons. Peut-être. Ça veut dire que si en temps les démocrates vous accordaient, en fait, demandaient que vous allez à un accord de coalition ou un accord de gouvernance, c'est possible. Ce n'est pas du tout exclu. C'est la seule condition pour que les 10% prévalent là. Quant aux 10%, moi je ne veux pas vous mentir aux Béninois. Je le dis à mes concitoyens tout le temps, que chaque fois que je prends la parole publiquement, je n'aime pas mentir. S'il y a quelque chose que j'ai une information que j'estime ne pas pouvoir porter en ce moment, je ne la dirai pas. Mais ce que je dis doit être vrai. Et je vous dis que pour affronter ce code, il faut absolument 2 blocs aussi forts pour avoir 10%. Donc, le MPS seul ne peut pas. Ce n'est pas possible. C'est perdu d'avance. Ça, c'est mathématique. Ce n'est pas politique, ce n'est pas de la philosophie. C'est mathématique. Mais c'est 10% plan national. Bien sûr, c'est ce que je dis. Oui. D'où la nécessité d'avoir, pour avoir les 10%, il faut une formation forte. La dernière fois, il n'y a que les 3, UP, BR et les démocrates qui ont pu franchir ce cap. Maintenant, si MPL se retire de tout ça, de quel Bénin rêvez-vous à partir de 2026? Ah oui, vous essayez de toucher mon cœur et ma conscience avec cette question, mais... L'avenir de votre parti politique, surtout. Non, par rapport à l'avenir de votre parti, il n'y a aucun problème. Si vous n'allez pas aux élections, vous allez garder le cap, ça fait 5 ans plus tard. Oui, absolument. C'est pour ça que mes camarades et moi, nous sommes en réflexion en ce moment, et je pense que nous trouverons la parade, la solution à donner un avenir meilleur au parti. Et surtout, à voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer, influencer l'avenir de notre pays sur le plan politique. Nous ne ferons que ce que nous pouvons. Et il faut lorsqu'on est parti politique ou on a un acteur politique, lorsque vous n'êtes pas suivi, vous ne pouvez pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. Donc, nous allons dire, comme je vous ai dit, si, par exemple, le MPL avait été suivi, à coup sûr, je vous dirais avec certitude ce matin que l'opposition pourra lever tel nombre de sièges. Parce que pour nous, c'est la seule conviction que nous avons d'affronter ce code. C'est de partir également à égalité avec les autres qui sont en accord de gouvernance à 2. C'est que vous aussi, vous allez à 2. Mais si vous êtes seul, et il vous faut 20, pourtant pas tout seul, et les autres, c'est autrement, bon, vous comprenez que c'est un peu délicat. D'accord. Alors, l'actualité, c'est aussi la désignation du candidat du camp présidentiel. Comment avez-vous accueilli cette candidature en tant que chef de parti? Je pense que ça, je ne veux pas faire la langue de bois. Si notre formation politique
depuis sa création, a défendu l'idée d'impliquer davantage la jeunesse dans la gestion du pays et de donner une place autour de la table aux jeunes qui vivent les situations que nous vivons ensemble. Je pense qu'ils ont bien fait dans le camp de regarder de ce côté-là. Et que c'est une leçon envoyée à l'opposition pour que nous puissions faire mieux. Et je prie que nous fassions mieux. Est-ce que vous voyez une opposition qui est prête à faire mieux que le choix de Patrice Talon, en fait, que le choix de la mouvance présidentielle? En ce moment, c'est... Vous avez appartenu à ce cadre-là. C'est les démocrates seuls qui sont fondés à désigner le duo présidentiel. Et je formule le vœu qu'ils puissent regarder dans ce sens et pour que les fruits puissent tenir la promesse des fleurs. Vous avez côtoyé les partis de ce cadre de concertation, de cette opposition. Qui voyez-vous aujourd'hui qui puisse vraiment... il y a beaucoup, ils sont nombreux, qui ont le profil. Des exemples? Il ne faut pas que je fasse ça parce que les désigrations sont en cours, le jeu est en cours. Si je parle, c'est pas bon. Alors, que répondriez-vous si, une fois élu, Romuald Wadagni vous tendez la main? Vous tendez la main en tant que président de la République. Tendre la main pour faire quoi? Vous nommez en tant que chef de parti et puis... d'accord, pour participer à l'animation de la vie politique. Pour passer à la à sa gestion. gouvernance. À partir de 2026. Je vous ai dit que je parle sans langue de bois. Hein. Oui. Premièrement, vous savez, j'allais vous le rappeler. Je suis d'abord agent de l'État et depuis 2019, pendant que j'ai fait quelques mois d'exil, on a suspendu mon salaire, le ministre des Finances, et mon salaire est suspendu jusqu'à ce jour. Donc ça fait partie des préalables. Hein. Ouais. Deuxièmement, si vous dites en tant que chef de parti, je suis encore chef de parti à cette date-là, mais le parti répondra à l'appel, à la main tendue. Ça, c'est ce qui n'est pas personnel. Ce qui concerne le parti, M. Thévé ne peut rien décider seul. Ça, c'est important que vous le compreniez. Je ne peux même pas répondre à la date de ce jour. Je ne connais pas M. Wadagni. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé avec lui. Maintenant, répondre à son appel, c'est mon bureau qui va en décider. Rien qu'à son appel. Maintenant, engager le parti dans une posture, c'est également le parti. Et si c'est votre personne personnellement? Votre personne, oui. Si pas personne, en tant que chef de parti ou membre d'un parti, mais en tant qu'aspirant Thévé. Je discute avec tout le monde. Je peux vous faire la confidence que ce soit dans la mouvance ou dans l'opposition, je n'ai pas une seule personne avec qui je ne parle. Ça, c'est connu, c'est de l'autorité publique. De par mon parcours, de par ma posture, de par mon éducation, je suis connu de tous et je suis ami à tous. Donc je peux discuter avec tout le monde. Vous avez une admiration pour le jeune candidat qu'il est? Bien sûr, ça oui. Étant aussi jeune de la même tranche d'âge que lui. Ça c'est vrai, parce qu'il a relevé un défi que beaucoup de jeunes auraient souhaité et que même moi-même j'aurais souhaité relever. Même tranche d'âge que lui. Bien sûr. 49 ans aussi. Oui, à peu près. C'est ça. Et vous lui souhaitez les bons voeux? Écoutez, là, il me semble que vous m'amenez à dire ce que je ne veux pas dire. Il ne faut pas que vous me mettiez en mauvaise posture avec ma formation politique. Parce que là, la question c'est de savoir si étant l'UMP n'étant pas une opposition farouche, oui. Si Wadagni jeune faisait appel à son jeune frère Espérance Tébé, président du parti politique, de le soutenir pour la présidentielle, que diriez-vous? Oui, le parti avisera. D'accord. Le parti avisera. On va analyser et aviser. C'est possible que ça arrive? C'est une éventualité. C'est une éventualité. Aucune éventualité. Je vous ai dit, même quant à notre retour dans le cadre, c'est aussi une éventualité. Donc c'est une éventualité. Ce n'est pas exclu. Parce que j'ai entendu un mot tout à l'heure, opposition farouche. Ça ne veut rien dire. J'ai entendu aussi opposition, comment on appelle ça, modérée. L'opposition, c'est une opposition. Soit vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'avez pas à être... Nous venons de faire 9 ans, et je viens de faire 9 ans opposé à la gouvernance. Quand déplaise à tout ce qu'ils vont, comment on va qualifier et dire ça, j'ai occupé aucun poste. Je n'ai participé à rien. Et moi, si il m'était donné d'ailleurs de participer à cette gouvernance, bon, il y a beaucoup de choses que je ferais autrement. Si vous devez choisir aujourd'hui entre les démocrates et la troisième voie, organisée par certains de vos... que choisiriez-vous?
Choisir quoi? Entre les démocrates, retourner vers les démocrates et aller vers la troisième voie organisée par Je ne sais, je ne saurais Apollinaire, dire, Avognon je et- ne saurais dire ce que le parti déciderait de ce cas de figure. Mais par contre, je peux vous répéter de façon claire que je ne vois aucune nouvelle formation réussir sa participation à cette élection. Est-ce que votre retrait du cadre de concertation n'est pas une manière de faire pression sur le cadre, en fait, sur Aucunement. les démocrates pour leur dire Non. de vous rappeler? Parce que vous, Non, êtes- vous- non, vous par étiez contre, non. tout le temps porte-parole, je rappelle, porte-parole de ce cadre de concertation-là. Vous n'êtes pas des moindres dans ce cadre de concertation, M. TB Experience. Merci d'avoir remarqué ça, M. Anambioso. Nous avons participé pleinement. Nous étions engagés dans l'espoir que la solution était là. Mais hélas, je n'étais même pas le porte-parole. Je ne sais pas le porte-parole. Je n'étais pas le porte-parole. Mais simplement, c'est l'engagement de notre formation politique à se creuser l'espoir de la jeunesse, surtout de la jeunesse, à ce qu'il y ait un changement en 2026 qui m'a amené aussi à avoir la posture que vous décrivez. D'accord, Est-ce que- merci une beaucoup. question, Merci. Est-ce que vous sentez les démocrates prêts aujourd'hui à nous désigner, à nous montrer le lieu de candidature? Je dors, je me réveille dans l'espoir que la minute qui suit sera la bonne pour que j'ai ce duo. Parce que là, nous sommes en retard. Merci beaucoup, merci à vous Expérience TV. Je rappelle que vous êtes le président du Mouvement populaire de libération. Merci de vous prêter donc à nos questions en toute franchise sur le grand rendez-vous. Merci. Bon retour chez vous. Merci Herman, merci Omar Salouf et merci à tous nos téléspectateurs. C'était chez vous. Le grand rendez-vous, portez-vous bien.